Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous ai déjà parlé dans la leçon précédente de la théorie de la co-intégration et je dis parmi les tests les plus célèbres pour tester la présence de co-intégration, c'est le test de Engel et Granger qui a été introduit en 1987. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce test se décompose en deux étapes. La première étape consiste à estimer la relation de long terme entre deux variables ou plusieurs variables, mais on va prendre le cas le plus simple, deux variables, la relation de long terme. Pourquoi on l'appelle de relation de long terme? Parce qu'on va utiliser les variables au niveau, c'est-à-dire nous n'avons pas effectué de différence première, c'est-à-dire nous avons gardé leur tendance stochastique potentielle intacte. On n'a fait effectuer aucune transformation à part la transformation logarithmique. Et donc, je, j'estime cette relation, donc je vais avoir le coefficient A chapeau, B chapeau, et je récupère le résidu, et ces résidus vont représenter la déviation par rapport à la relation de long terme. Et donc, au fait, le résidu se calcule comme la variable et sont estimés par, durant la première étape. Et donc, cet écart, cette déviation, s'il est stationnaire, on va dire que les deux variables x et y sont cointégrées. Si les non stationnaires, si la déviation est non stationnaire, alors les deux variables y et x ne sont pas cointégrées. Et naturellement, les valeurs critiques du test de Dickey-Fuller ne sont pas les valeurs tabulées par Dickey-Fuller, mais ce sont de nouvelles valeurs qui ont été tabulées par Ingel et Yu en 1997. Alors, nous recourons à une étude de cas entre le CAC et le DAX. On va prendre des données mensuelles allant de 2010 à 2017. Donc, dans une première étape, on va faire une transformation logarithmique pour stabiliser la variance, c'est classique. Et dans une première étape, nous allons effectuer un test de racine unitaire entre les variables analysées pour vérifier qu'ils sont bien I1, intégrés d'ordre 1, ça veut dire qu'ils contiennent une racine unitaire. Et donc ici, nous utilisons le modèle où il y a ni constante ni tendance, et c'est classique pour les séries financières, qui sont généralement des marches aléatoires, des random walk. Et donc ici, on voit très bien que la probabilité est supérieure à 0,05 dans les deux cas, ou bien le t-stat de Dickey-Fuller, il est supérieur à la valeur critique à 5% qui s'élève et c'est à moins 1,94 dans les deux cas. Et donc, on peut conclure que le DAX et le CAC 40 contiennent dans leur structure une racine unitaire et donc ils sont intégrés d'ordre 1. L'étape 2, c'est l'estimation de la relation de long terme, ça veut dire une relation existant entre deux variables non stationnaires. Et donc, on va effectuer la régression. Et cette régression, le cas qu'on le régresse sur une constante et sur le DAX. Et donc là, c'est A chapeau et là, c'est bêta chapeau. On voit bien qu'il est significatif. Et donc, au fait, c'est la relation de long terme. Et à partir de cette relation, il faut récupérer le résidu de cette relation de long terme, c'est-à-dire ce résidu-là. Là, c'est plutôt le CAC 40. Là, c'est le A chapeau qui s'élève à 3,03. Il a ce bêta chapeau qui s'élève à 0,58. Il a XT n'est autre que le DAX. Et donc, ce résidu-là, on peut le récupérer et immédiatement, on va lui appliquer le test de Dickey-Fuller pour vérifier sa stationnarité. Et donc ici, le résidu de la relation de long terme, comme hypothèse, on vérifie est-ce qu'il a une racine unitaire. Pour comment dirais-je, le testat ici, il est moins 3,27. Et donc, comme je viens de vous dire, les valeurs critiques, ce n'est pas les valeurs qui sont les valeurs tabulées par Dickey Fowler, mais bien d'autres valeurs critiques. Donc ici, par exemple, comme on a ces valeurs critiques ont été tabulées par Ingeliou et qui ont été publiées. Et donc là, par exemple, nous avons un échantillon aux alentours de 100.
Et donc, à 5%, la valeur critique s'élève à moins 3,37, à 1%, moins 4,01 et à 10%, moins 3,03. Et donc, au fait, ici, si je reviens en arrière, donc moins 3,27, alors moins 3,27 est supérieur à la valeur de 5%, mais il est inférieur à la valeur à 10%. OK? Et donc, au fait, à 10%, comme on a un échantillon qui est très faible, il est aux alentours de 100, on peut accepter la valeur critique à 10%. Et donc, le testat, c'est moins 3,27, est strictement inférieur à la valeur critique à 10% qui s'élève à moins 3,03. On peut conclure que l'hypothèse nulle de la racine unitaire est rejetée. Et donc, on peut conclure que les résidus de la relation de long terme sont de nature stationnaire parce qu'on vient de vérifier que H0 est rejeté. Il n'y a pas de racine unitaire. Et donc, l'hypothèse alternative, c'est la stationnarité. Et donc, les résidus étant stationnaires, c'est-à-dire qu'il y a bien une relation de co-intégration entre le CAC et le DAX. Alors, la question qui se pose, c'est que lorsqu'on a deux variables, à la limite, on peut gérer ça. Mais dès qu'on a une troisième, une quatrième variable, y a un problème qui se pose parce que lorsqu'on va faire la régression entre les variables, qui va être la variable à expliquer et qui va être la variable explicative. C'est-à-dire quelle est la variable dépendante et qui sont les variables indépendantes, parce que le sens ou bien l'ordre de ces variables va avoir une influence sur la suite de l'analyse, parce qu'après avoir vérifié la présence d'une relation de co-intégration, nous serons amenés à estimer, à demander la correction d'erreur. Et donc, en fait, il faut vraiment faire attention. Donc, alors ici, comment on procède? Ben, dans une première étape, pour voir qui explique quelle variable explique l'autre, on va recourir au test standard de la causalité de Granger. Et donc ici, on va prendre les trois variables qu'on a transformées en logarithme, on va les tester leur stationnarité comme on a fait précédemment. On s'aperçoit que les trois variables contiennent dans leur structure une racine unitaire parce que l'hypothèse H0 est vérifiée. C'est une marche au hasard, une marche aléatoire. Ce sont des pure random walk. Ça, c'est classique pour les séries financières. Et donc, dans une deuxième étape, il faut qu'on réponde sur l'ordre des variables pour faire le test d'Engel-Granger. Et donc, est-ce que la variable à expliquer sera le CAC 40, le DAX, le S&P? Et donc, on va recourir au test de causalité de Granger. Et rappelez-vous, dans le modèle VAR, nous avons déjà effectué deux de ces causalités. Et donc, ici, le retard pour effectuer la causalité est de 1. Et donc, ici, on s'aperçoit que selon la règle de décision, et si on travaille avec un risque de première espèce de 10%, on voit bien ici que le CAC 40, il cause aux sources de Granger le DAX. De même, ici, on voit très bien que le CAC, il cause au sens de Granger le S&P 500. L'inverse n'est pas vrai. Et ici, on voit très bien que le DAX, il cause au sens de Granger le S&P 500 et l'inverse n'est pas vrai. Et donc, en fait, voilà, si vous voulez, l'enchaînement des causalités qui existent entre les trois variables. Et par conséquent, si on veut faire le test d'Engel-Granger de façon rigoureuse, ben, il faut que le S&P 500, comme il est causé par le CAC et par le DAX, c'est lui qui doit être la variable dépendante, la variable à expliquer. Et donc, on va estimer la relation de long terme, c'est-à-dire en mettant la variable dépendante à expliquer le S&P 500 et les variables explicatives sont respectivement le CAC 40 et le DAX. Donc, lorsqu'on va faire cette régression, on voit bien que les QF ils sont significatifs, hein, les deux QF. Et donc, deuxième, ça c'est l'étape 1, estimation de la relation de long terme. L'étape 2, on récupère les résidus de la relation de long terme et on va tester sa stationnarité. Et donc, en fait, ici, on récupère le résidu de long terme, on va lui faire appliquer le test de Dickey-Fowler et on voit bien ici que le testat
Ici, elle est à moins 6,30. Ce n'est pas ces valeurs critiques qu'on va utiliser, mais la valeur critique que nous avons vue avant, qui provient de la table de Engel and You. Et donc ici, comme on a trois variables, on n'a pas de variable, on a trois variables, les valeurs critiques sont respectivement moins 4,45, moins 3,93 et moins 3,59, respectivement, à 1%, 5% et à 10%. Et donc, en fait, ici, si on prend à 5%, ce qu'on prend habituellement, conventionnellement, mais lorsqu'on a un échantillon de données très réduit, on peut aller jusqu'à 10, ça se fait. Et donc, ici, moins 6,30 est strictement inférieur à moins 3,93. Ça veut dire que l'hypothèse nulle est rejetée. Et donc, il y a bien une stationnarité des résidus de la relation de long terme, ce qui met en évidence la présence d'une relation de co-intégration entre le S&P 500, le CAC 40 et le DAX. Et donc, si vous voulez, le test d'Engel-Granger, c'est l'un des tests les plus largement utilisés. Et on va voir dans la suite le test de Johansson pour tester la présence d'une relation de co-intégration entre plusieurs variables non stationnaires. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine leçon.